L'avion est la seule arme qui tue son propre créateur plus vite que son ennemi. Non pas parce qu'il est mal conçu, mais parce qu'à chaque fois que l'aviation a fait quelque chose pour la première fois, elle l'a fait sans règles, et les règles sont venues après. Après que des bombardiers en flammes se sont écrasés sur les champs d'Angleterre, après que des porte-avions ont explosé à cause de leurs propres munitions, après que des missiles antiaériens ont abattu ceux qu'ils devaient protéger. L'histoire de l'aviation militaire est l'histoire d'hommes qui ont volé là où personne n'avait volé avant eux et qui ont payé pour cela un prix qui a tout changé. Aujourd'hui, 10 catastrophes après lesquelles on a réécrit les règlements. Oahu, le 7 décembre 1941. À 7h02 du matin, le soldat Joseph Lockhart était assis devant l'oscilloscope de la station radar d'Opana, à la pointe nord de l'île d'Oahu, et regardait quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Sur l'écran apparut une impulsion si large et si haute qu'il pensa d'abord que l'appareil était en panne. Lockhart était de garde avec le soldat George Elliott. Tous deux étaient de simples soldats. Tous deux n'avaient jamais connu le feu. Tous deux comprenaient qu'ils voyaient quelque chose d'important. Lockhart appela le centre d'information de la base de Fort Shafter. Le lieutenant Kermit Tyler décrocha, seul officier de service, à peine à son 2e jour de fonction. Lockhart lui expliqua qu'un immense groupe d'avions approchait du nord, à 88 miles de distance, le plus grand signal qu'il ait jamais vu. Tyler l'écouta et répondit de ne pas s'inquiéter. Il pensa qu'il s'agissait des B-17 qui devaient arriver du continent ce matin-là. À 7h55, les premiers avions japonais apparurent au-dessus de Pearl Harbor. À la fin de l'attaque, 21 navires avaient été coulés ou mis hors de combat. 188 avions furent détruits, la plupart au sol. 2403 Américains périrent. Le radar avait détecté la menace 53 minutes avant la première explosion. 53 minutes suffisaient pour faire décoller les chasseurs, suffisaient pour disperser les navires, suffisaient pour tout changer. La règle qui, après Pearl Harbor, entra dans les règlements militaires de toutes les armées du monde et n'a pas changé depuis. Tout signal radar sans explication univoque est considéré comme une menace jusqu'à preuve du contraire. L'officier de garde doit transmettre immédiatement l'information dans la chaîne de commandement, sans l'interpréter lui-même. Le lieutenant Tyler n'a enfreint aucun règlement en vigueur à ce moment-là. Il n'existait tout simplement aucun règlement. Ils sont venus après. La vallée de la Beka, juin 1982. À l'été 1982, l'armée de l'air syrienne disposait au Liban de l'un des systèmes de défense anti-aérienne les plus puissants du Moyen-Orient. 19 batteries de missiles anti-aériens de fabrication soviétique protégées par des chasseurs. Le commandement syrien était persuadé que l'aviation israélienne ne pourrait pas opérer dans cet espace aérien sans subir des pertes catastrophiques. Le 9 juin 1982, Israël lança une opération que les analystes militaires appelleraient plus tard une révolution dans l'art de la guerre. D'abord décollèrent des drones, petits, bon marché, fabriqués en partie en contreplaqué et en plastique. Les opérateurs syriens virent les échos sur les écrans radars et activèrent les systèmes de guidage pour détruire les cibles. À cet instant, les avions israéliens de guerre électronique captèrent les fréquences exactes de tous les radars syriens et les transmirent au groupe d'attaque. Ce qui suivit dura moins de 2 heures. Les missiles anti-radars détruisirent les batteries l'une après l'autre. Les chasseurs syriens décollèrent pour intercepter et tombèrent sous les coups des avions israéliens de détection lointaine, qui suivaient tout le déroulement du combat en temps réel. En 2 jours, la Syrie perdit 82 avions. Israël n'en perdit aucun. Cette bataille changea la doctrine de l'aviation militaire aussi radicalement que Cambrai avait changé la doctrine blindée. La règle qui s'imposa après la vallée de la Beka, comme norme pour toutes les armées modernes, une opération aérienne ne commence pas par la frappe, mais par la suppression. On détruit d'abord les radars et les systèmes de commandement de l'ennemi, et seulement après décollent les avions d'attaque. Aucune opération aérienne moderne ne se planifie aujourd'hui sans une phase de suppression électronique. Les Syriens ont payé cette leçon avec 82 avions. Tous les autres l'ont apprise gratuitement. Le Vietnam, 1965 à 1968. Vers le milieu des années 60,
Les militaires américains étaient convaincus que l'époque du combat aérien à courte distance était révolue. Les nouveaux missiles air-air atteignaient des cibles à des dizaines de kilomètres. Le canon sur un chasseur appartenait au passé. Le nouvel avion F-4 Phantom fut conçu comme un intercepteur longue portée, puissant, rapide, bourré d'électronique. Il n'avait aucun canon. Au-dessus du Vietnam, on découvrit que la théorie ne correspondait pas à la réalité. Les règles d'engagement interdisaient de tirer un missile sans identification visuelle de la cible, c'est-à-dire que le pilote devait s'approcher suffisamment de l'adversaire pour s'assurer qu'il avait bien affaire à un ennemi et non à un allié. À cette distance, les missiles longue portée ne servaient à rien. Le Phantom se retrouvait nez à nez avec le MiG-17, petit, maniable, armé d'un canon. Et il perdait. En 1968, le rapport victoire-perte des chasseurs américains était de 2,5 contre 1, le pire résultat depuis la Seconde Guerre mondiale. La marine des États-Unis perdit en 3 ans plus de 530 avions en combat aérien et 644 aviateurs tués, disparus ou capturés. En 1968, le capitaine de vaisseau Frank Holt reçut pour mission de découvrir pourquoi les meilleurs chasseurs du monde perdaient face à des appareils soviétiques dépassés. Son rapport occupa des centaines de pages. La conclusion principale tenait en une phrase. On n'apprenait pas aux pilotes à combattre. On leur apprenait à intercepter, à grande distance, en ligne droite, avec des missiles. Personne, nulle part, n'enseignait le combat rapproché et manœuvré. En 1969, en Californie, dans une vieille caravane garée sur le parking de la base aérienne de Miramar, 8 officiers sous le commandement du capitaine de corvette Dan Pedersen commencèrent à écrire un programme d'instruction à partir de rien. 60 jours plus tard, ouvrit l'école des armes de chasse, celle que le monde entier connaît sous le nom de Top Gun. Les pilotes qui la suivaient changeaient radicalement le rapport victoire-perte de leurs escadrons. À la fin de la guerre, les pilotes de Top Gun abattaient l'ennemi dans une proportion de 12 contre 1. La règle qui en est sortie et qui reste en vigueur aujourd'hui, un pilote de chasse doit maîtriser le combat rapproché et manœuvré, quel que soit l'armement dont dispose son avion. La technologie ne remplace pas le savoir-faire. Cette règle a coûté 644 vies avant d'être écrite. Le Laos, février 1971. La loi américaine interdisait aux forces terrestres des États-Unis de franchir la frontière du Laos. Elle ne l'interdisait pas aux hélicoptères. C'est pourquoi l'opération Lamson 719 devint une guerre d'hélicoptères. Plus de 700 appareils de la 101e division aéroportée appuyaient 20 000 soldats sud-vietnamiens qui avançaient à l'intérieur du territoire laotien le long de la route numéro 9. Le commandement nord-vietnamien connaissait l'opération à l'avance. Au début de l'offensive, entre 33 000 et 60 000 soldats ennemis s'étaient concentrés dans la zone des combats, ainsi que plus de 170 canons anti-aériens. Les hélicoptères américains volaient droit vers l'une des zones de défense anti-aérienne les plus denses qu'ils aient jamais rencontrées. Le 3 mars, les hélicoptères amenaient l'infanterie au point d'appui de Lolo. 11 appareils furent abattus et 44 autres endommagés au cours d'un seul débarquement. Les équipages repartaient une deuxième fois, une troisième, parce que les soldats au sol avaient besoin de renforts. Les pilotes ont dit plus tard qu'ils évaluaient leurs chances de survie à 50-50. À la fin de l'opération, le groupe d'hélicoptères américains avait perdu plus de 100 appareils détruits et en avait abandonné plusieurs centaines d'autres endommagés en territoire laotien. Les pertes totales du côté américain s'élevèrent à 1462 personnes. L'opération échoua. Les unités sud-vietnamiennes se retiraient dans la panique. Des soldats s'accrochaient à l'extérieur aux patins des hélicoptères. Les photographies de ces scènes firent le tour du monde. La règle que l'armée américaine pira de Lamson 719, un hélicoptère dans une zone de feu ennemie intense ne peut pas opérer sans la suppression préalable des défenses anti-aériennes et sans couverture de chasseurs. Un hélicoptère de transport au-dessus du champ de bataille n'est pas un avion. Il est lent et vulnérable. Sa survie dépend entièrement de ce qui a été fait avant son apparition dans les airs. Cette règle a coûté 100 appareils et 1500 personnes avant d'être écrite. L'Iran. Le 24 avril 1980,
Le président Jimmy Carter autorisa l'opération après que les négociations diplomatiques pour la libération des 52 otages américains détenus à Téhéran depuis novembre 1979 furent dans l'impasse. L'opération s'appelait « Griffe d'Aigle ». Son plan était audacieux. 8 hélicoptères de l'infanterie de marine, partis du porte-avions Nimitz, devaient atteindre un point intermédiaire dans le désert, s'y ravitailler auprès d'avions de transport, puis, la nuit suivante, entrer dans Téhéran, prendre l'ambassade et évacuer les otages. Dès le vol vers le point intermédiaire dans le désert, qu'on appela désert 1, les problèmes commencèrent. Un hélicoptère fit demi-tour à cause d'une pale défectueuse. Un deuxième tomba en panne en vol à cause d'une défaillance hydraulique. Un troisième atteignit le point de rendez-vous. Et ce n'est que là que l'équipage découvrit une fissure dans une pale du rotor principal qui rendait l'appareil inapte à poursuivre le vol. 6 hélicoptères au lieu de 8. Le nombre minimal pour exécuter l'opération. Le commandant de l'opération, le colonel Charles Beckwith, demanda l'autorisation d'annuler. Carter donna son accord pour l'interruption. Puis se produisit ce que personne n'avait prévu. Lors d'une manœuvre au sol dans l'obscurité, un des hélicoptères percuta un avion de transport C-130. Explosion, incendie. 8 militaires américains périrent. Les otages restèrent captifs 266 jours de plus. L'enquête établit que les équipages des hélicoptères et ceux des avions de transport ne s'étaient jamais entraînés ensemble auparavant. Pas une seule fois. L'opération exigeait une coordination extrêmement complexe entre l'aviation de la marine, le corps des marines et l'armée de l'air, 3 branches distinctes des forces armées avec des procédures différentes, des signaux différents, une formation différente. Personne n'avait effectué un seul exercice conjoint dans des conditions ressemblant, même de loin, à celle du combat. La règle qui, après Griffe d'Aigle, devint la norme obligatoire pour toutes les opérations spéciales. Un groupe interarmé s'entraîne ensemble pendant au moins 6 mois avant de partir en mission. Les exercices conjoints en conditions réelles ne sont pas une option, mais un élément obligatoire de la planification. Cette règle a mené directement à la création du commandement des opérations spéciales des États-Unis en 1987. Une structure unique qui a éliminé le manque de coordination entre les branches des forces armées lors des opérations. 8 hommes sont morts dans le désert iranien pour que cela devienne une loi. Le plateau du Golan, octobre 1973. Le 6 octobre 1973, les avions d'attaque israéliens décollèrent pour arrêter l'offensive des chars syriens sur le plateau du Golan. L'armée israélienne fut prise au dépourvu. C'était le jour de Yom Kippour. La plupart des réservistes n'étaient pas mobilisés et sur les positions se trouvaient à peine 2 brigades face à 1400 chars syriens. L'aviation était le seul moyen de changer rapidement le rapport de force. Dès les premières heures, les pilotes israéliens se heurtèrent à des systèmes de missiles anti-aériens soviétiques en un nombre qu'ils n'avaient jamais rencontré auparavant. Les pertes furent lourdes. Mais tous les avions n'ont pas été abattus par les artilleurs anti-aériens syriens. Une partie l'a été par les Israéliens eux-mêmes. Dans le chaos des premières heures de la guerre, quand les communications radio étaient saturées, quand personne ne connaissait avec précision la position des troupes amies ni ennemies, les batteries anti-aériennes israéliennes au sol ouvraient le feu sur tout avion qui ne parvenait pas à s'identifier assez vite. Un système d'identification ami-ennemi existait, mais en conditions de combat réel, il fonctionnait avec des retards et des défaillances. Plusieurs pilotes israéliens moururent sous leurs propres missiles. Ce ne fut pas le seul cas de ce genre dans cette guerre. Le camp égyptien perdit lui aussi une partie de ses avions à cause de sa propre artillerie anti-aérienne, pour la même raison: chaos, vitesse, absence de procédure claire d'identification en combat réel. La règle qui, après la guerre du Kippour, devint la norme pour toutes les armées modernes. Le transpondeur d'identification ami-ennemi doit être activé sur un avion de combat en permanence, pas seulement quand le pilote y pense, pas seulement quand il a le temps. Toujours. De plus, des couloirs stricts de passage furent instaurés pour l'aviation amie au-dessus des zones d'action de sa propre artillerie anti-aérienne. Des secteurs séparés, des horaires séparés, des altitudes séparées.
Mélanger dans un même espace aérien ses propres avions et sa propre artillerie anti-aérienne sans séparation claire est depuis considéré comme une erreur de planification extrêmement grave. Schweinfurt. Le 14 octobre 1943, le commandement américain était convaincu que le bombardier lourd B-17, hérissé de 13 mitrailleuses, pouvait se défendre tout seul. Une formation dense de plusieurs centaines d'appareils créait une zone de feu si dense qu'aucun chasseur ne pourrait la traverser. Une escorte de chasseurs sur toute la profondeur du raid n'était pas nécessaire. Toute la stratégie des bombardements de jour sur l'Allemagne reposait sur cette doctrine. Le 14 octobre 1943, 291 B-17 décollèrent vers les usines de roulement à billes de Schweinfurt, au cœur de l'Allemagne, bien au-delà du rayon d'action des chasseurs d'escorte. Au-dessus de la France, l'escorte de P-47 atteignit la limite de son autonomie, balança les ailes en guise d'adieu et fit demi-tour. Les chasseurs allemands attendaient. Ils avaient suivi la colonne américaine dès le décollage. Dès que l'escorte se retira, l'attaque commença, vague après vague, de la frontière allemande jusqu'à l'objectif et au retour. Les bombardiers américains ripostaient, la formation tenait, mais cela ne servait à rien. Au soir de cette journée, 60 appareils n'étaient pas rentrés. 17 autres étaient si endommagés qu'ils furent réformés directement sur l'aérodrome. 600 hommes d'équipage furent tués, blessés ou capturés, près de 20% de ceux qui avaient décollé. La 8e armée de l'air des États-Unis suspendit les raids profonds sur l'Allemagne pendant 5 mois. La doctrine de la formation autodéfensive de bombardiers fut discréditée. En février 1944, apparurent au-dessus de l'Allemagne les P-51 Mustang, des chasseurs dont l'autonomie suffisait pour escorter les bombardiers jusqu'à l'objectif et au retour. La règle que Schweinfurt a gravée pour toujours dans la doctrine militaire américaine. Un bombardier au-dessus du territoire ennemi sans escorte de chasseurs n'est pas une unité de combat, c'est une cible. La portée de l'escorte doit égaler la portée de la frappe. Cette règle est toujours en vigueur aujourd'hui. Aucune opération aérienne offensive moderne ne se planifie sans calculer l'escorte de chasseurs sur tout le trajet. 60 appareils et 600 hommes ont payé le prix pour que cela devienne un axiome. L'atoll de Midway. Le 4 juin 1942, à 10h22 du matin, 37 bombardiers en piqué américains Dauntless sortirent des nuages au-dessus de la force de porte-avions japonaise. Ce qu'ils virent en dessous était un cadeau qui, selon les lois de la guerre, n'aurait pas dû exister. L'amiral japonais Chuichi Nagumo passa cette matinée dans des hésitations douloureuses. Il ordonna d'abord de réarmer les avions, remplaçant les torpilles navales par des bombes pour frapper l'île de Midway. Puis, quand la reconnaissance signala des navires américains, il ordonna de remonter les torpilles. Puis à nouveau des bombes. Les ponts des porte-avions Akagi, Kaga et Soryu étaient encombrés d'armements retirés et partout traînaient des tuyaux de carburant non fixés car le ravitaillement se faisait directement sur le pont d'envol. Les avions attendaient, moteurs allumés, prêts à décoller, au milieu de tas de munitions. Les 3 premières bombes touchèrent leur cible en 6 minutes. L'Akagi reçut 2 impacts directs, le Kaga 4, le Soryu 3. Chaque impact n'enflammait pas seulement le pont, il enflammait tout ce qui se trouvait dessus. Les tuyaux de carburant se transformèrent en rivières de feu. Les obus et les torpilles explosèrent en réaction en chaîne. Les 3 porte-avions brûlaient en même temps. Quelques heures plus tard, tous les 3 avaient coulé. Le 4e porte-avions, le Hiryu, fut coulé ce même soir. Le Japon perdit 4 de ses meilleurs porte-avions, plus de 3000 hommes et 250 aviateurs qu'il était impossible de remplacer rapidement. La règle que Midway a gravée au fer rouge dans la doctrine des porte-avions du monde entier, l'armement retiré des avions est immédiatement rangé dans les soutes, hors du pont. Les tuyaux de carburant sont retirés dès la fin du ravitaillement. Sur le pont d'envol, il ne doit y avoir à tout moment qu'un minimum de carburant et de munitions non fixées. Cette règle s'applique aujourd'hui sur chaque porte-avions de chaque flotte du monde. Les Japonais l'ont enfreinte une seule fois. Cela leur a suffi. Mogadiscio.
Le 3 octobre 1993. La mission semblait de routine. La force opérationnelle Ranger, l'élite des forces spéciales américaines, avec les équipes Delta et le 160e régiment d'aviation des opérations spéciales, devait entrer au centre de Mogadiscio, capturer 2 conseillers du chef de guerre Aidid et repartir. Selon les calculs, en moins d'1 heure. Les hélicoptères Black Hawk survolaient la ville à basse altitude, assurant l'appui-feu et la coordination. À 16h20, un tireur au lance-roquettes tira depuis un toit sur le Black Hawk Super 61. La roquette, conçue pour détruire des chars, toucha le rotor de queue. L'hélicoptère s'écrasa au centre de la ville. Les pilotes moururent. 20 minutes plus tard, un 2e Black Hawk fut abattu. Les hommes d'Aidid avaient compris la tactique. Les hélicoptères volaient encore et encore sur les mêmes trajectoires, à la même basse altitude. À cette hauteur, 80, 100, 120 mètres, une roquette atteignait sa cible avec assurance. Toute la nuit, les soldats américains tinrent la défense près des 2 appareils abattus, encerclés, jusqu'à l'arrivée d'une colonne de blindés. 18 Américains périrent et 73 furent blessés. La règle qui, après Mogadiscio, changea la tactique des hélicoptères dans tous les conflits ultérieurs. Les hélicoptères de combat ne survolent pas en permanence à basse altitude constante une zone de feu actif. L'altitude, la vitesse et les trajectoires changent en continu. Un hélicoptère prévisible est un hélicoptère mort. Cette règle fut appliquée en Irak, en Afghanistan, dans toutes les opérations ultérieures. 18 hommes ont payé le prix pour qu'elle soit écrite. La Normandie. Le 25 juillet 1944, le général Omar Bradley se rendit lui-même en avion à Londres pour convaincre le commandement de l'aviation stratégique. Son idée était audacieuse. 1500 bombardiers lourds B-17 et B-24 effectueraient un bombardement en tapis sur les positions allemandes près de Saint-Lô, ouvriraient une brèche dans la défense et les divisions américaines s'y engouffreraient pour percer. L'opération s'appelait Cobra. La condition principale de Bradley était que les avions arrivent parallèlement à la ligne de front pour que les bombes ne tombent pas sur les troupes amies. Le commandement de l'aviation refusa. Une approche parallèle prenait trop de temps et était trop dangereuse à cause du feu antiaérien. Les avions arriveraient perpendiculairement. Bradley, de son propre aveu, n'avait pas compris ce que cela signifiait en pratique. Le 25 juillet 1944, 1500 bombardiers se dirigèrent vers l'objectif. La poussière et la fumée des premières explosions s'élevèrent au-dessus du champ de bataille. Les vagues suivantes d'avions se repéraient à la fumée et lâchaient leurs bombes là d'où venait la fumée. La fumée dérivait vers le nord. Et vers le nord, c'est-à-dire en arrière, se trouvaient justement les divisions d'infanterie américaines 30e et 9e. 111 soldats américains furent tués par leurs propres bombardiers. Près de 500 furent blessés. Parmi les morts se trouvait le lieutenant-général Leslie McNair, commandant des forces terrestres de l'armée, l'officier le plus gradé de tous ceux présents sur ce secteur du front. Une bombe toucha directement sa tranchée et projeta son corps à 20 mètres de distance. On ne put l'identifier que grâce aux 3 étoiles de son col d'uniforme. Eisenhower, qui se trouvait ce jour-là en Normandie, revint au quartier général abattu et déclara qu'il ne permettrait plus jamais d'utiliser des bombardiers lourds en appui tactique des troupes au sol. La règle qui, après l'opération Cobra, devint la norme pour toutes les opérations suivantes, la zone de sécurité entre la ligne de front amie et le point de largage des bombes ne s'établit que par écrit, avec la signature des 2 commandements, aérien et terrestre. La trajectoire d'approche est convenue séparément, aucun accord verbal. Le général Bradley pensait avoir été entendu. Il ne l'avait pas été. 111 hommes ont payé le prix de ce malentendu. Un grand merci pour vos vues, votre soutien, vos commentaires. Nous allons continuer à améliorer le contenu petit à petit et à grandir. Passez une excellente journée.